C'est parti. Bon après-midi à tous et à toutes. Mon nom est Dominique Tremblay. Je suis directrice aux affaires publiques et gouvernementales à l'Association Restauration Québec. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce troisième et dernier webinaire de la série portant sur la modernisation du régime de santé et de sécurité de la CNESST. Celle-ci, présentée en collaboration avec notre partenaire Solutions Mieux-être LifeWorks, a été conçue pour vous aider à mieux comprendre vos nouvelles obligations en lien avec les normes du travail. Ce dernier webinaire, donc, se penchera plus en profondeur sur les comités, leur rôle, leur fonctionnement et les obligations qui viennent avec ceux-ci. À titre informatif, si vous avez manqué les premiers et deuxièmes webinaires ou que vous voudriez les voir à nouveau, sachez, là, il n'y a vraiment pas de problème. Ils sont disponibles en ligne sur notre site Internet au www.restauration.org dans la section événements puis webinaires. Donc, vous avez accès à ces webinaires-là à cet endroit-là. Et les documents PDF aussi des présentations sont également disponibles. Donc, je vais vous présenter maintenant l'animatrice d'aujourd'hui. Bougez pas, j'ai un petit problème avec mon document. Alors, permettez-moi de vous présenter votre animatrice, Mme Maryse Desjardins, qui dirige le service d'information en santé et sécurité pour le compte de Solutions Mieux-être LifeWorks. Elle est aussi membre du barreau, formatrice agréée par la Commission des partenaires du marché du travail. Elle possède 25 ans d'expérience en formation et a effectué plus de 8 000 heures terrain en formation en entreprise, en conception d'activités de cyberapprentissage, webinaire et en support conseil auprès d'une clientèle très diversifiée. Donc, c'est elle qui a conçu le matériel de formation pour des formateurs, en fait, pour les besoins de la RQ. Donc, elle connaît très bien sa matière. Donc, Mme Desjardins, je vous laisse la parole. Merci, c'est très gentil à vous. Donc, bienvenue tout le monde dans notre séance d'aujourd'hui. Comme le mentionnait Mme Tremblay, les points de présentation aujourd'hui vont se diviser en 3 parties. Donc, on va faire un petit rappel, mais vraiment très minime sur le contexte. J'ai reconnu plusieurs noms de personnes dans la salle virtuelle. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà assisté à la première présentation qui portait sur les éléments d'impact, les morceaux de la réforme qui nous concernent. Donc, on va faire un petit retour sur le contexte et on va se parler évidemment par rapport au comité de pourquoi on devrait se donner des règles de fonctionnement, non seulement pour répondre aux obligations de la loi maintenant, de la nouvelle loi, mais aussi pour rendre votre comité efficace. Et l'essentiel de la présentation va porter justement sur c'est quoi les bonnes pratiques au niveau de la mise en place d'un comité et aussi de son fonctionnement, de la tenue des réunions. Je vous invite à glisser la souris de votre écran, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir votre clavardage. Et en même temps, on va profiter d'une première question. J'aimerais savoir parmi vous qui ont déjà un comité en place. Donc, vous avez tout simplement à dire oui dans le clavardage. Ça va me faire un petit sondage maison, à savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà en place un comité de santé et sécurité au travail qui est actif. Donc, on a un premier oui, c'est super, bravo. Et en passant, je répète la question de tout à l'heure. S'il vous plaît, pour ceux qui ont un drôle de nom d'usager, là, JLG, WPD, je ne sais pas c'est qui. Donc, les gens dont leur nom est un peu n'est pas inscrit dans comme nom d'utilisateur, juste me rappeler votre nom et prénom dans le clavardage aussi. Donc, je reviens à ma question. On a quand même 5 oui sur une trentaine. C'est intéressant de voir ça. Good, super. Donc, on va utiliser souvent le clavardage aujourd'hui. Donc, en cours de route, que ce soit lors d'un commentaire que je fais ou si vous avez une question à poser, je vous invite à l'indiquer dans le clavardage ou dans le Q&A, là, dans votre barre de navigation. Et je vais y revenir. On va se prévoir une période de questions d'environ 15 minutes à la fin. Si je peux répondre en cours de route au moment où vous me posez la question, je le ferai, mais pour éviter que je n'ai pas assez de temps là, pour couvrir tout ce que je dois vous parler, ben, c'est sûr que je vais vous revenir dans la période de questions, inquiétez-vous pas.
Et oui, je vais revenir sur justement le multi-établissement. J'ai prévu ça dans la présentation, inquiétez-vous pas. On va faire le tour des changements qui s'en viennent au niveau des comités de santé et sécurité si vous avez déjà un comité. Puis pour les autres, ben, au final, ça va vous permettre de vous donner un guide ou des étapes à suivre pour implanter votre comité de santé et sécurité au travail, qui fait maintenant partie de certaines de vos nouvelles obligations. Justement, commençons par ça, une petite remise en contexte par rapport au premier webinaire qu'on a fait qui portait sur les principales modifications. Aujourd'hui, actuellement, on est dans la période de transition, ce qu'on appelle le régime intérimaire que la CNSST a mis en place. Et cette période-là va durer au plus tard 2025. Donc, le régime intérimaire, ça fait partie d'un plan pour que la CNSST permette de faire une transition vers un nouveau régime en prévention pour modifier le régime de santé et sécurité au travail de santé et sécurité au travail au Québec. Donc, ce qu'on est actuellement, c'est dans la période justement du régime intérimaire où il faut implanter certaines obligations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre premier webinaire, on vous a parlé des mécanismes, le deuxième webinaire, pardon, on vous a parlé des mécanismes de participation et des mécanismes de prévention. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les mécanismes de participation dont le comité fait partie, évidemment. Donc, les obligations qu'on va vous présenter aujourd'hui sont ce qui est à mettre en place depuis justement le 6 avril dernier. Donc, et ils vont se maintenir de cette façon-là jusqu'à ce que notre règlement sur les mécanismes de participation soit voté au Québec puis que la mise en application se fasse au plus tard en 2025. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, parlons du comité de santé et sécurité. Un rappel, c'est que ça s'adresse évidemment à des entreprises qui ont plus de 20 travailleurs. Donc, j'imagine que si vous êtes là dans la salle aujourd'hui, c'est que vous remplissez ce premier critère-là. Vous avez plus de 20 travailleurs. Ça peut correspondre à un grand nombre de restaurateurs dans l'association et d'hôteliers aussi. Donc, quand on a 20 travailleurs et plus, l'obligation dans le cadre du régime intérimaire, c'est de mettre en place un comité de santé et sécurité et aussi de mettre en place ou d'élire parmi les travailleurs un représentant en santé et sécurité au travail. On ne couvrira pas ici aujourd'hui le représentant en santé et sécurité au travail. On en a parlé dans le deuxième webinaire. Si vous voulez retourner voir l'enregistrement, vous pourrez y accéder, bien sûr, comme le disait Dominique. Donc, c'est un représentant qui est désigné par les travailleurs. Même chose pour les membres du comité qu'on devrait mettre en place. Donc, si on fait d'abord une question de contexte, ce que la loi prévoit comme nouveauté actuellement dans le régime intérimaire, c'est qu'il faut que les membres soient désignés à même les travailleurs. C'est-à-dire que c'est eux qui s'occupent de choisir les participants du comité comme tel. L'employeur ne peut qu'assister ou donner des moyens pour faciliter ce choix-là. Dans le dernier webinaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé d'avis de candidature. On avait inclus un modèle pour afficher la demande de se présenter là, si un travailleur avait un intérêt pour devenir un représentant à la prévention, par exemple, un représentant en santé et sécurité, pardon. Donc, ce mécanisme-là, cet appel de candidature-là, ça peut être une belle occasion pour l'employeur de faire respecter cette obligation-là. Mais le choix des membres, la désignation des membres se fait par les travailleurs. Donc, pour ceux qui ont une association syndicale, une association accréditée, donc, le syndicat peut s'occuper d'aller désigner ou de faire élire des représentants des membres du comité de santé et sécurité. Je n'entrerai pas trop sur le détail du nombre. Je peux quand même vous donner une idée de ce qui est prévu dans la loi ou dans le futur règlement. La loi actuelle prévoit que, par exemple, pour une entreprise de 20 à 50 travailleurs, il faudrait avoir 2 travailleurs membres
du comité de santé et sécurité. Si vous avez 51 à 100 employés, ça vous en prendrait 3, 101 à 504, et etc. Donc, si vous avez un plus grand nombre, là, plus de 1000, c'est 6 travailleurs. Donc, le comité est un organe paritaire, donc ça doit avoir aussi des représentants de l'employeur. L'employeur est libre de mettre autant de nombre de représentants des travailleurs que ceux des employés à sa discrétion. Mais par contre, la loi donne un encadrement sur le nombre de travailleurs qui doit siéger sur le comité. Donc, en fonction du nombre total d'employés dans votre établissement. Donc, c'est sûr que plus il y a d'employés, plus ça prend de bras pour identifier et analyser les risques. Par rapport à ça, quoi d'autre? Ici, ça va se faire par le choix des travailleurs, selon le mentionné tantôt. Au niveau de la fréquence, pour le moment, ce qui est connu là, de notre loi, c'est que la fréquence doit être établie aussi par le comité lui-même. En fait, là, ce que la CNSST veut, c'est que le milieu prenne en charge la prévention et les activités de santé et sécurité. C'est ça, à quelque part, l'objectif de la CNSST dans sa réforme, c'est favoriser la prise en charge de la santé et sécurité dans le milieu de travail. Donc, un peu amener les entreprises à faire en sorte que les travailleurs participent davantage aux activités de prévention. Et c'est dans cet esprit-là là, que les membres du comité, la fréquence des réunions, tout ça, ça vient des membres. C'est le choix qu'ils vont, par entente avec l'employeur, évidemment. Vous avez quand même un mot à dire là-dessus. Mais à la base, c'est une entente entre les parties. Qui doit se faire. Si jamais il n'y a pas entente, si vous n'entendez pas sur le nombre de réunions par année, là, la loi impose un minimum, c'est-à-dire un par trimestre, une réunion par trimestre minimale, mais vous pourriez en ajouter selon l'entente que vous avez avec vos travailleurs par rapport à ça. Donc, c'est de cette façon que c'est inscrit actuellement dans la loi. Plus tard, vers 2024 au plus tard 2025, il y a un projet de règlement sur les comités de santé et sécurité et sur les mécanismes de prévention en particulier qui vont permettre d'avoir encore plus de détails par rapport par exemple, aux formations que les membres du comité devront suivre. Mais pour le moment, c'est ce qu'on en sait actuellement. C'est ce que la CNSST s'attend en termes de nombre de membres et de désignation et de fréquence. Donc, on va prendre quelques minutes pour revenir sur le fameux multi-établissement, parce qu'on a eu des questions dans le dernier webinaire. J'en ai eu des questions après aussi. Donc, je sens que ça peut faire partie de votre questionnement aussi aujourd'hui. Évidemment, c'est basique, hein, pour bénéficier de cette approche multi-établissement, l'employeur doit avoir plusieurs établissements. Hein? C'est le gros bon sens. Donc, au moins deux établissements, bien entendu. Mais la loi permet de faire cette approche-là pour, entre autres, s'assurer qu'on a un comité qui représente tous les établissements d'un même employeur. Donc, à quelque part, c'est un choix de l'employeur, mais il y a des conditions à respecter. Ça ne concerne pas tout le monde parce qu'il faut qu'on réponde à ces conditions-là. Donc, prenons un cas de figure. Mettons que vous êtes un restaurateur qui a plusieurs établissements, donc 4 restaurants, mettons. Et dans chacun des 4 restaurants, il devrait, pour bénéficier de l'approche, avoir au moins 20 travailleurs dans cet établissement-là. Et ces 20 travailleurs, comment le compte des travailleurs est fait? C'est 20 travailleurs à quelque part dans un moment de l'année. Si par contre, vous avez juste des activités pendant 21 jours sur une année, mettons, dans une année donnée, s'il y a juste 21 jours d'opération, je ne vais pas vous rappeler des mauvais souvenirs avec la pandémie, mais et qu'il y aurait moins de 20 travailleurs, à ce moment-là, votre obligation tombe. Vous n'auriez pas besoin d'avoir un comité. Mais figurons qu'à un moment donné dans l'année, vous avez plus de 20 travailleurs. C'est un premier critère qui est répondu. Il faut que l'ensemble des établissements d'un même employeur exercent des fonctions similaires. Donc, autrement dit, nos 4 restaurants doivent être
des restaurants. Hein? Si on prend l'exemple d'une chaîne de restauration rapide, pour ne pas nommer certains noms, ben, c'est clair que les opérations sont similaires. Hein? C'est pareil d'un restaurant à l'autre. Donc, ça s'applique évidemment à des employeurs qui sont souvent en franchise. Donc, il faut que les opérations soient similaires. Admettons, par exemple, qu'un propriétaire aurait aussi un centre de distribution pour ses 4, 5 ou 10 restaurants. Dans ce cas-là, l'établissement qui est le centre de distribution, qui s'occupe de distribuer les produits, par exemple, ben lui, il ne pourrait pas se joindre au restaurant et à bénéficier de l'approche multi-établissement. Donc, il faut que ce soit tous des entreprises qui ont le même travail. Donc, ce que ça voudrait dire, dans notre cas de figure, c'est que les 4 restaurants pourront se regrouper ensemble et avoir un comité pour ces 4 restaurants-là. Et celui qui serait le centre de distribution, cet établissement-là, devrait avoir son propre comité à lui. Donc, en gros, l'approche multi-établissement, c'est bien sûr pour bénéficier d'avoir un seul comité au lieu d'en avoir un par établissement. Donc, ça alourdirait l'effort requis. Puis, comme les 4 restaurants sont de la même nature, bien, les risques vont fort probablement être très similaires. Il y a une autre condition importante à respecter, c'est les membres du comité peuvent facilement se rencontrer et représenter tous les établissements. Ce que ça veut dire en clair, c'est qu'il faut que ce soit facile de pouvoir se réunir. Hein. Si les 4 restaurants sont à des bouts, aux 4 pôles de la province, genre un en Gaspésie, un à Gatineau, un à Rouen, puis un à Sherbrooke, ça ne sera pas possible de répondre à ce critère-là. Hein? Faudrait que ça serait démesuré comme effort. Il faudrait que les membres du comité se tapent des heures en déplacement, ça n'aurait pas de sens. Donc, il faut qu'ils soient facilement capables de se rencontrer et que ça soit évidemment pour les 4 établissements ensemble. Donc, et les rencontres, habituellement, on me pose la question, est-ce que ça doit être en personne? C'est une sacrée bonne question qu'on n'a pas encore posée à la CNSST. Je vous avoue que je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais vous pouvez être certain qu'on va essayer de gratter la question pour savoir si des réunions virtuelles pourraient être possibles. C'est une bonne question. Mais à date, dans le discours de la CNSST, il n'y a pas été question, il y a été beaucoup question de la distance à considérer entre les établissements. Puis le nombre de travailleurs dans chaque établissement là, pour que ce soit accepté. Donc, on n'a pas vu nulle part, moi, à ma connaissance, depuis qu'on fait une vigie là-dessus, là, la CNSST change souvent les informations sur son site, elle fait des mises à jour périodiques, mais à date, puis ma collègue Marie-Claude Daou siège sur le conseil du patronat qui est appelé à donner des conseils et poser des questions sur l'applicabilité là, de cette réforme-là, puis ça n'a pas été soulevé. On parle tout le temps, dans le discours de la CNSST, on parle de distance rapprochée pour que les gens puissent participer ensemble aux activités. Et on va le voir un petit peu plus loin. Je doute que ça soit accepté parce que je ne veux pas vendre mes punchs pour les prochaines. Je vais y revenir un peu plus loin. Je suis en train de m'embarquer dans mon propre piège, de répondre à des questions en cours de route, mais vous allez voir, on va y revenir un petit peu plus tard. Sinon, on reviendra en période de questions pour régler ça. Donc, 20 travailleurs, des activités similaires, les membres peuvent se rencontrer facilement et le représentant aussi peut facilement visiter chacun des établissements. Donc, je doute qu'avec la question du visioconférence, on puisse répondre à ce critère-là. Ça sera une bonne question à poser. Donc, encore une fois, si un propriétaire de restaurant a 5 établissements, un centre de distribution avec 4 grands restaurants, bien, dans son cas, ça sera 2 comités, un pour les restaurants puis un pour le centre de distribution. Parce qu'un centre de distribution n'a vraiment pas les mêmes fonctions que dans un restaurant. Il y aura des chariots élévateurs, il y aura des palettiers pour l'entreposage des produits, il y aura des réfrigérateurs, il y aura, il y a plein d'autres caractéristiques qui ne sont vraiment pas pareilles qu'un restaurant. Donc, je pense que l'exemple est assez simple à voir. Donc, voilà. On va embarquer dans la portion de, justement, pourquoi, en début, je vous disais, on va regarder la question de
se doter d'une procédure de fonctionnement. Donc, pourquoi se donner des règles de fonctionnement? Moi, j'ai fait du coaching longtemps, j'en fais encore. Et par expérience, on observe que quand on ne se donne pas des règles de fonctionnement en équipe, ça peut très bien fonctionner, mais parfois et souvent, ça aboutit sur certains pièges qui font que le comité peut traîner un peu de la patte. Donc, des exemples de pièges qu'on observe à l'occasion, il y en a au niveau de la constitution de l'équipe comme telle. Ça peut être un manque d'appui de la direction. Et ça, ici, il ne faut pas le voir négativement, là. Un manque d'appui, ça peut être des difficultés à libérer les gens pour qu'ils s'occupent de certaines activités de prévention. Tu sais, en 25 ans, je n'ai jamais vu un employeur qui disait qu'il s'en foutait de la prévention. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais parfois, les choix sont difficiles. Puis quand on dit que l'entreprise appuie un peu moins le comité, c'est par exemple quand on fait passer les opérations courantes par-dessus une activité de prévention. C'est dans ce sens-là. Ce qu'on voit très souvent, c'est la surcharge du comité. Des fois, malgré toute la bonne volonté, des fois, on comprend, dans les exemples que j'ai vus dans ma pratique, parfois, on donne un mandat au comité qui n'appartient pas. Puis, quand je parle d'une liste d'épicerie, c'est que bien souvent, on observe sur le terrain des comités qui vont uniquement faire le suivi des corrections sur les choses qui sont inadéquates. Comme par exemple, il y a un trancheur dans la cuisine qui est endommagé. Bon, il a-t-il été corrigé? Oui, OK, parfait, c'est bon. Donc, ça devient comme un suivi des correctifs aux équipements ou à l'environnement qu'on a. Donc, ça, c'est un piège parce que est-ce que c'est vraiment ça le mandat du comité? On va y revenir dans quelques minutes. Un roulement au sein du comité, manque de ressources, des problèmes de communication. Celui-là aussi, désaccord au sein du groupe, c'est un problème que j'observe souvent. Quand on ne se donne pas des règles de prise de décision en équipe, des fois, ça peut donner des effets moins de fun. Quand on travaille en équipe, en comité, idéalement, ce que je suggère à mes clients, c'est d'essayer de tenter d'avoir des consensus. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Et c'est ça qui fait la richesse d'un comité de santé et sécurité, c'est l'échange des différentes perceptions qu'on a par rapport aux dangers, par rapport aux solutions, par rapport à la priorité à mettre en place. Mais il faut quand même qu'on aboutisse à quelque chose. Donc, il faut qu'on se donne des règles de prise de décision qui sont respectueuses, évidemment, démocratiques, puis qu'on arrive à un consensus. Parce que si on arrive toujours avec des gens qui ne sont pas contents des décisions, bien, ça peut faire boule de neige facilement, puis miner un peu la crédibilité du comité. Donc, dans ce sens-là, les règles de fonctionnement sur les décisions, c'est quand même important. Il y a aussi d'autres pièges au niveau de la tenue des réunions, comme le non-respect des dates de réunion, pas d'échéancier, mauvaise répartition des tâches, manque de suivi des recommandations. Donc, c'est des pièges qui sont soit à l'intérieur des réunions des comités, mais aussi en lien avec ce qu'on va faire après, à l'extérieur de la réunion. Donc, pour toutes ces raisons, nous, on suggère une approche bien simple, c'est de se donner des règles de fonctionnement sur ces 5 points-là. Évidemment, ce n'est pas dans la loi actuelle, là, dans la modernisation, dans le régime intérimaire, on n'a pas ce détail-là. Donc, la CNSST n'est pas directive à ce point-là présentement. Ça va peut-être venir plus tard, justement dans la mise en vigueur du fameux règlement là, qui viendra en 2025. Dans ce règlement-là, tantôt, comme je vous disais, ils vont prévoir qu'est-ce que le comité devra avoir comme formation et le contenu de cette formation-là qui sera obligatoire. On ne sait même pas encore qui va dispenser ces formations-là, mais ce que je vous présente là, cette partie-là, c'est vraiment des bonnes pratiques qu'on suggère à nos clients basées sur notre expérience. Donc, des points importants qu'il faudra prévoir, c'est au niveau de son mandat, à quoi il sert, puis c'est quoi son rôle dans le concret au niveau des activités de prévention. Donc, c'est quoi le mandat? C'est un peu comme sa mission ou son but. Et son rôle, c'est vis-à-vis des différentes activités de prévention qu'on peut avoir.
Les autres règles de fonctionnement ont rapport davantage à la tenue comme telle des réunions de sécurité. Donc, c'est pour la bonne marche des réunions et favoriser le travail d'équipe et faire évidemment des suivis qui sont efficaces. Donc, quand vous vous donnez, si jamais vous voulez vous donner de ces règles-là, je vous le dis, ça va vous aider à avoir une structure. Puis, en même temps, en prenant ces décisions-là en équipe, ça fait en sorte que déjà votre comité va être davantage soudé. Là. Si vous décidez à l'interne de vos règles de fonctionnement, puis tout le monde dans le comité est d'accord avec ces règles-là, bien, ça ne peut pas faire autrement que fonctionner. Puis cette approche-là, je l'ai testée avec bon nombre de comités dans le passé, puis ça aide à avoir des résultats, puis d'avoir des comités qui durent plus longtemps que juste quelques mois. Parce que si on ne s'entend pas sur ne serait-ce que à quoi on sert comme comité, ça peut mener à des conséquences. Donc, actuellement, comme je le mentionnais tantôt, la CNSST ne demande pas de faire ça, ne demande pas de définir le mandat du comité tel que tel. On va y revenir. Mais avant, je veux vous poser la question. Je vous invite à utiliser le clavardage pour me dire, selon vous, c'est quoi le mandat du comité de santé et sécurité? Donnez-moi des courtes descriptions de qu'est-ce que vous pensez que c'est le mandat du comité comme tel. Ça devrait être quoi, selon vous? Je vous laisse, pour ceux qui sont arrivés après le début, pour ouvrir le clavardage, je vais aller en bas de votre écran, vous cliquez sur le petit nuage et vous devriez voir apparaître l'outil en question. Donc, on dit, je vais retranscrire certaines de vos réponses. Faire de la prévention. Je vais les retranscrire à l'écran ici. Prévenir les accidents de travail, oui. OK. Est-ce qu'on a d'autres éléments de réponse? Là, ici, on a identifié les risques. Oui, je vais le mettre ici. Ah, j'aime bien celui-là aussi. Faire des recommandations. Good. Encore quelques secondes. Good. Excellent. On a des bons points à l'écran. Et je veux juste vous faire remarquer, bon, on a 33 personnes dans la salle, là, je pense, si je ne me trompe pas, une quarantaine de personnes. Si on avait eu plus de temps, j'aurais pu vous faire décrire de façon plus approfondie qu'est-ce que vous voulez dire par cette définition-là que vous avez mis dans le clavardage. Ce que je veux vous montrer, c'est regarder les différentes distinctions que vous faites. Déjà, en partant, on ne répond pas de la même façon à la question. C'est juste pour vous illustrer à quel point vous pourriez faire le même sondage à l'interne dans votre établissement et demander à vos travailleurs, vos travailleuses, selon vous, c'est quoi le mandat du comité? Je peux vous garantir qu'ils donneraient toute une version à peu près différente. Souvent, le comité va être perçu comme un peu à vocation, relation de travail, et ça, c'est un piège justement où il ne faut pas aller. Le mandat du comité, c'est sa mission comme telle dans l'organisation. Oui, on pourrait dire que il y a une tendance à dire prévenir les accidents en milieu de travail, mais ça, ce n'est pas la mission de l'employeur. Ce que je veux vous montrer par là, c'est qu'on peut avoir des dédoublements aussi. Il faut vraiment clarifier à quoi il va servir le mandat, à quoi il va servir le comité, pardon, c'est quoi son mandat et c'est quoi son rôle dans les activités de prévention. Donc, merci pour vos commentaires. On va continuer. Vous allez voir ce que je vais sauvegarder cette page-là pour pouvoir effacer les commentaires. Donc, lorsqu'on démarre un comité, ce qu'il faut apprendre de ce mini-exercice-là, c'est qu'il faut s'entendre dans l'équipe, à savoir c'est quoi le mandat.
n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ce que je veux dire, c'est que on peut lui donner la twist culturelle qu'on veut, mais généralement, le comité, il va servir, entre autres, à identifier les risques et à procéder à l'analyse des risques pour faire des recommandations à l'employeur. Donc, il y avait quelques participants qui avaient déjà les bonnes réponses. Les autres, c'était bon aussi, là. C'est sûr que le rôle du comité, c'est de favoriser la prévention et d'améliorer la santé et sécurité dans l'organisation. Mais si on raffine un peu plus là, à quoi il sert le comité, c'est ce que la CNSST définit dans son projet, dans le régime intérimaire. Ces deux fonctions principales-là, c'est participer à l'identification et à l'analyse des risques et faire des recommandations à l'employeur. Elle ne va pas plus loin dans le détail actuellement. Ce que ça laisse, c'est de la place pour justement définir plus clairement quel est le mandat, puis c'est quoi les rôles que vous voulez lui donner. Ici, c'est la définition actuelle. Ça va fort probablement changer un peu dans le futur. En fait, ça ne changera pas. Il y a des choses qui vont s'ajouter à cette première partie-là. Dans son esprit, la CNSST, ce qu'elle veut faire, c'est rendre le programme de prévention plus accessible, en fait, à plus d'employeurs, forcer plus d'employeurs à faire des programmes de prévention. Actuellement, vous n'avez pas besoin, dans votre secteur d'activité, de faire un programme de prévention. Vous n'avez besoin d'un plan de prévention, un plan d'action. Mais éventuellement, ça risque de changer. Mais pour le moment, c'est ça. C'est la première étape d'un programme de prévention, c'est-à-dire participer à l'identification et à l'analyse des risques en vue de faire des recommandations à l'employeur. Pourquoi je vous ai fait faire ce petit exercice-là, c'est que si je vous montre un modèle de partage des tâches, quand j'aide une entreprise à démarrer un comité, ce qu'on fait, c'est exactement le même exercice. Puis là, on fait un tableau général avec qui fait quoi dans l'entreprise. Parce que le comité, bien sûr, une de ses missions, c'est de voir à améliorer la prévention, comme vous m'avez dit tantôt. Mais ça, on pourrait donner ce mandat-là à tout le monde dans l'organisation. Donc, quand on introduit un comité dans une équipe, ben, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de doublon, dans le sens que chaque intervenant a un mandat à assumer en prévention des accidents. Donc, je vous en montre un exemple à l'écran. La direction, ben, son mandat, c'est de participer aux activités de prévention, de fournir les moyens. Le gérant, ben, il va participer à identifier et analyser les risques, trouver des solutions, implanter les correctifs. Donc, ici, j'ai mis le responsable RH. Évidemment, ça ne concerne peut-être pas tout le monde dans la salle. Parfois, c'est le gérant qui assume le même chapeau, là, mais admettons que vous en avez un, participe aux activités de prévention, s'occupe de l'indemnisation des blessés, communique les informations à tous. C'est un modèle de partage des tâches. Un comité là-dedans, il va, tu sais, tantôt vous m'avez dit, ben, participer aux activités de prévention, ben oui, mais il y a plusieurs autres personnes qui participent aussi aux activités de prévention. Donc, il n'y a pas de définition parfaite. Ça, ici, c'est un modèle. La leçon à tirer, la morale de l'histoire, là, c'est qu'il faut définir clairement comment vous le voyez, votre comité, et de quelle façon il devrait intervenir dans les activités de prévention. Donc, retenons que actuellement, on lui donne ces fonctions-là, identifier et analyser les risques, puis faire des recommandations à la direction. Si vous voulez entendre quelques bonnes pratiques, par contre, quand on démarre des comités, souvent, le comité va, oui, participer aux activités de prévention. Un bon comité va supporter l'employeur dans la mise en place du plan d'action en prévention ou du programme de prévention, c'est selon le cas. Un bon comité va être capable de discuter, étudier les problèmes spécifiques en santé et sécurité. Il va analyser aussi les suggestions des travailleurs. Il va échanger, proposer des solutions, accorder un suivi, un contrôle, une évaluation des activités et communiquer de l'information. Puis au final, en fait, sa contribution est encore une fois de soumettre des recommandations à l'employeur. Donc, c'est un modèle de description que vous pourriez utiliser. Donc, vous pourriez utiliser mes diapos pour élaborer votre partage des tâches entre les différents intervenants, mais c'est utile de faire cet exercice-là. Quand vous aurez, si vous avez l'occasion de démarrer votre comité,
faites ce premier exercice-là, c'est-à-dire de discuter ensemble sur comment chacune des personnes autour de la table comprennent la mission du comité pour pouvoir ajuster le tir. Parce qu'autrement, si vous ne le faites pas, ben, vous risquez en cours de route de vous ramasser avec des perceptions complètement différentes, puis ça va influencer euh, votre image, votre crédibilité sur le terrain aussi. Donc, n'hésitez pas en cours de route, si vous avez des questions, inscrivez-les-moi dans le clavardage. Je vais pouvoir y revenir dans quelques minutes à la fin de la présentation. Je vais m'activer un peu pour pouvoir avoir assez de temps. Donc, il y a plusieurs activités de prévention dans un établissement. Et comme on vient de le dire, le comité va devoir s'investir dans l'identification et l'analyse des risques. Il y a au moins 3 activités de prévention de base dans lesquelles on peut avoir une bonne identification, analyse des risques, et c'est les 3 qui apparaissent à l'écran. Donc, le registre des accidents et des premiers soins, où on inscrit les événements qui arrivent au travail, donc la déclaration des événements. L'enquête-analyse, qui est une activité de prévention qui permet de déterminer le comment puis le pourquoi l'accident est arrivé. Donc, le but de l'enquête-analyse, c'est de déterminer les causes des accidents, des blessures qui sont survenues, puis de trouver les meilleures solutions possibles. Et l'inspection des lieux de travail, qui est en fait une tournée de l'établissement pour savoir est-ce qu'il y a des risques au niveau de l'environnement, des équipements utilisés, du matériel, des individus dans leurs actions pour, encore une fois, trouver les bonnes solutions. Donc, je pense que le comité, de toute façon, va falloir qu'il s'implique dans ces activités-là au niveau de votre établissement. Donc, de quelle façon, selon vous, il pourrait s'impliquer dans ces activités-là? Vous pouvez me donner des exemples dans le clavardage, si vous voulez. Comment le comité pourrait s'investir dans ces activités-là? Selon vous, ce serait quoi le rôle du comité dans ces activités-là? Envoyez-vous quelques actions de quelle façon il pourrait s'impliquer là-dedans? Autrement dit, de quelle façon le comité peut se servir de ces activités-là, soit en les réalisant ou encore en analysant les rapports qui proviennent de ces activités-là. Donc, si on regarde au niveau du rôle du comité, oui, signaler les risques, entre autres, effectivement, parce que de ces activités-là, on va apprendre des choses sur qu'est-ce qui est arrivé, entre autres, au niveau de l'enquête analyse accident. On va avoir une meilleure analyse des risques parce qu'on aura identifié certaines causes. Donc, là, le comité peut se servir de cette connaissance-là pour faire des recommandations à la direction. De la même façon, le registre des accidents premiers soins, il permet de refléter des tendances. Hein. Si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est toujours des coupures qui sont notées dans le registre, bien, ça va être plus facile de prioriser les bonnes mesures correctives, comme vous le dites dans le clavardage. Donc, effectivement, le comité, il va devoir s'impliquer dans ces activités-là parce que c'est en lien avec sa fonction première d'identifier puis d'analyser les risques. Donc, c'est les activités les plus pertinentes. Maintenant, de quelle façon ça peut prendre différentes formes? Soit qu'ils puissent prendre part directement aux activités, c'est-à-dire, exemple, faire les enquêtes, faire les inspections. Dans d'autres cas, il y a d'autres entreprises qui vont déléguer ça, une inspection, par exemple, à un gérant accompagné d'un travailleur. Puis dans d'autres, ça va être le comité qui va le faire. Donc, pour le moment, ce n'est pas encadré, donc vous pourriez y aller dans un sens ou dans l'autre, mais soit qu'ils prennent connaissance, soit qu'ils prennent part directement à l'activité, ou encore qu'ils prennent connaissance de ce qu'on aura appris de ça. Donc, c'est comme 2 options différentes. Et puis ensuite, il va pouvoir, apprenant par rapport au risque, tout ce qu'il aura appris de ces 3 activités-là, bien, il pourra prioriser les projets, par exemple, ou évaluer les besoins de formation. Si je reprends mon exemple de coupure, c'est-tu
parce qu'on a besoin de techniques au niveau de la coupe? Parce qu'on entrepose mal les couteaux? On peut apprendre plein de choses de ces 3 activités-là. Puis évidemment, de faire des suivis par rapport à ce qu'on aurait identifié. Est-ce que, par exemple, après un accident, est-ce que le gérant, mettons, implante une mesure corrective? Je ne sais pas, on change un tapis à la plonge parce que l'autre était trop usé. Bien, dans la prochaine inspection, on a corrigé vraiment ça? Est-ce que ça a réglé le problème de possible chute? Donc, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais ça permet, entre autres, de faire un suivi des mesures et des corrections. Puis en même temps, déterminer les plans de formation qui sont à recommander à l'employeur. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes possibles. Il n'y a pas une seule solution. Vous pouvez adapter en fonction de votre milieu de travail. Au niveau de la tenue des réunions, un élément qu'il faudrait peut-être penser, c'est de désigner des gens avec des tâches un peu plus spécifiques. Ce n'est pas une obligation non plus, mais ça aide des fois à tenir des réunions efficaces quand quelqu'un s'assure de jouer le rôle de l'animateur. Donc, c'est comme on appelle en bon français, en bon anglais, un timekeeper, quelqu'un qui s'occupe de voir à ce qu'on ait suffisamment de temps pour échanger sur les différents points à l'ordre du jour. Puis l'animateur, sa job principale, c'est de susciter les échanges, de s'assurer que tous les membres du comité participent à la discussion autant que possible. Le ou la secrétaire, c'est une personne qui va s'occuper de, par exemple, convoquer les membres, de faire un rappel des dates, de tenir les minutes aussi, le compte-rendu de la réunion. Et enfin, les membres du comité, bien, eux, dépendamment de la charge, si vous avez beaucoup de registres ou vous avez beaucoup d'enquêtes, dépendamment du nombre de documents à faire un suivi, là, de ce que vous aurez à faire le suivi comme activité aussi, bien, les tâches pourraient être partagées entre les membres. Comme par exemple, il y en a un qui pourrait s'occuper du registre, par exemple. Donc, préparer ce point-là pour la réunion. Un autre pourrait s'occuper des rapports d'enquête s'il y en a plusieurs. S'il n'y en a pas beaucoup, on oubliera ce partage des tâches-là, mais dans les cas où il y a plusieurs documents analysés, bien, ça peut être bon de se partager la préparation de la réunion, entre autres. Donc, dans ce cas-là, on pourra désigner une personne qui s'occupe des inspections, une des registres, une des enquêtes. Puis le but de ça, ce n'est pas de refaire l'enquête, c'est vraiment de juste aller chercher l'information en vue de la réunion. Tu sais, que la personne s'occupe d'aller peut-être consulter les personnes qui ont participé à l'inspection, par exemple, ou encore de faire une analyse, une pré-analyse des documents en vue de la réunion. Le ou la secrétaire peut et devrait utiliser un compte-rendu. Donc, ça, c'est une des bonnes pratiques au niveau de la tenue des réunions. Je vous ai mis à l'écran et dans la présentation un modèle que nous, on donne à nos clients qui sert d'avis de convocation, mais aussi un ordre du jour. Votre ordre du jour devrait inclure, comme vous voyez ici, rapport d'inspection, analyse du registre, suggestions. Donc, il devrait inclure les activités de prévention dont vous faites le suivi. De cette façon-là, vous vous assurez que ça devient un outil et non une béquille. Un ordre du jour, ça sert entre autres à ça, à rien oublier. Mais si vous avez des activités implantées comme l'inspection, l'enquête, le registre, ils devraient figurer à l'ordre du jour de façon systématique. Au niveau Mon Dieu, je manque un peu de temps, j'ai tellement de choses à vous dire. Il y aura la possibilité peut-être de prendre des décisions en équipe dans le comité. C'est un morceau important de la réunion. Et c'est pour ça que je vais vous demander quand même de vous prêter au jeu, même s'il nous manque un peu de temps. La prise de décision en équipe, c'est super important pour pouvoir avoir développé un consensus entre les membres. Donc ici, je vous mets 5 éléments dans une liste et dans le clavardage, votez pour celui que vous prioriseriez, mettons. Si vous aviez à choisir un parmi ces 5-là, vous prendriez lequel? Ça va arriver que dans vos réunions de comité, vous allez vous ramasser avec 1, 2, 4, 5, 6 points à traiter, puis vous ne pourrez pas, malheureusement, dans tous les cas, déterminer par lequel on commence. Donc,
vous n'aurez pas dans tous les cas la possibilité de peut-être traiter tout dans une même réunion. Donc, s'il y a quelqu'un qui vote pour mélangeur, sortie de secours, OK, je vais mettre une petite annotation à votre choix. Sortie de secours, mélangeur. On va sortie de secours encabré, mélangeur, la table. Ouais, 2, 3, 4, 5, vous y allez, vous jouez safe, comme on dit. Donc, il y a une petite tendance vers la sortie de secours, puis le mélangeur surtout. Donc, vous voyez, spontanément, vous prenez un choix qui, fort probablement, dans votre tête, vous avez choisi délibérément ce point-là parce que pour vous, vous le considérez comme le plus important à régler. Dans la prise de décision, c'est important de se donner des critères aussi objectifs autant que possible pour pouvoir prioriser nos décisions. Alors là-dedans, il y a le respect des normes. Est-ce que notre point est conforme aux normes? Est-ce que c'est vraiment un danger qu'on n'a pas le choix de respecter? Et quelles sont les normes pour le corriger, ce danger-là? Le degré d'exposition au risque, c'est-tu une personne ou c'est toute la gang qui sont concernés par ce problème-là? Le nombre de travailleurs exposés. Le degré, pardon, c'était la durée. Est-ce que c'est 5 minutes dans une journée ou c'est 8 heures par jour auquel on est pris avec ce problème-là? Donc, c'est des critères qui sont généralement utilisés en pratique, en prévention des accidents de travail pour pouvoir prendre une décision qui est adéquate en fonction des problèmes de sécurité. Et là, je vous réfère, parce qu'on n'aura pas le temps d'y revenir, mais je vous réfère au module 2 dans lequel on vous a parlé d'une grille pour analyser et prioriser. Donc, ce serait peut-être intéressant pour vous de retourner voir cette grille d'analyse-là pour pouvoir continuer votre réflexion là-dessus. Donc, vous pourriez retourner dans notre grille du module sur les mécanismes de prévention et de participation, le deuxième webinaire qu'on a donné. Et on pourra aussi par la suite, une fois qu'on a priorisé sur quel risque on veut travailler, bien, il faut évidemment que le comité se penche sur les types de solutions qu'il veut proposer à l'équipe. Et les types de solutions sont différentes en fonction de est-ce que ça règle le problème à la source? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut, sinon, si on ne peut pas corriger à la source, est-ce qu'on peut mettre une barrière entre la personne et le travail le risque auquel elle est exposée, et sinon auprès de la personne. Donc, à la source, c'est on élimine complètement le risque. Entre la personne, c'est de mettre une barrière entre le risque et le danger à la personne, comme par exemple une protection sur un trancheur. Et auprès de la personne, ben, c'est d'intervenir en la formant, la sensibilisant, en faisant de l'affichage, en établissant une procédure de travail qui serait efficace. Donc, c'est les différentes solutions possibles. On vous a inclus dans le webinaire aussi un genre de modèle de plan d'action sur lequel vous pourriez vous inspirer. C'est un modèle parmi d'autres. Vous pourriez vous inspirer de ce modèle-là pour compléter le plan de mesure pour chaque risque qui sont identifiés. Donc, ça peut être un outil utile à présenter à l'employeur comme moyen écrit pour faire des recommandations à la direction. Donc, si on a la section de la situation dangereuse, qu'est-ce que le travailleur vous a rapporté comme danger? Puis quelles sont les mesures correctives qui sont suggérées. Puis il y a une partie plan d'action que le gestionnaire pourra utiliser pour faire son suivi. Donc, c'est un modèle parmi d'autres. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là, mais on a pensé que comme vous devrez faire des recommandations à la direction, ben, ça peut être utile d'avoir un outil de ce genre-là. Rapidement, avant la fin de notre rencontre, quelques mots sur le suivi des réunions de comité. Il faut nécessairement qu'on fasse des suivis pour les réunions pour faire connaître aux travailleurs le résultat de ce qu'ils vous ont soumis. Tu sais, c'est un échange. Hein. Il faut qu'on aille chercher l'input des travailleurs, à savoir qu'est-ce qu'ils voient comme danger. Mais il faut aussi que le comité retourne l'ascenseur. Il faut qu'on fasse connaître c'est quoi les recommandations qu'on a faites, qu'est-ce qui est proposé comme mesure de correction, mais aussi comme formation, comme activité pour éviter que ça revienne. Donc, les deux grands moyens classiques, il y a les modes plus statiques comme l'affichage, puis évidemment,
Les débuts de quart de travail ou les pauses de sécurité, comme on appelle, nous, ben, c'est bien entendu le moyen le plus efficace parce que au moins, vous avez l'opportunité de présenter le même message à tout le monde et peut-être répondre aux questions des travailleurs qui auraient ou des préoccupations des travailleurs qui auraient par rapport à un point ou un autre. On est bien conscient, par contre, que ce n'est pas toujours facile de le faire, surtout dans des cadres différents de travail pour certains d'entre vous, mais il reste que cette méthode-là est plus efficace que l'affichage, bien entendu. La clé, c'est de faire une combinaison des deux pour aller chercher le plus possible de travailleurs sur le terrain. Donc, avant qu'on arrive à la période de questions, je suis déjà un peu en retard. Je vous ai mis ici quelques éléments de succès pour que ça fonctionne bien, un comité. Donc, avoir des membres qui représentent les travailleurs avec le choix des travailleurs, bien entendu, ça va aider à atteindre cet élément de succès-là. Avoir un intérêt réel des membres envers la prévention. Évidemment, on n'insiste pas pour quelqu'un qui ne tente pas de faire partie du comité, il ne devrait pas faire partie du comité ou il devrait céder sa place à quelqu'un d'autre en cours de route. C'est un élément quand même important. Début clair et partagé, on l'a vu avec notre exercice tout à l'heure au début. Une bonne préparation des réunions, que la durée, la fréquence et la charge de travail soient quand même réalistes. Hein? Donc, le comité n'est pas obligé de tout prendre sous son aile, mais il peut aussi déterminer des petits projets sur lesquels il veut travailler avec les gérants, par exemple, ou avec les membres de la direction. Participation active aux réunions, donc avoir un animateur, ça va aider à justement dynamiser ces réunions. S'il y a beaucoup de volume à traiter, un partage des tâches entre les membres, ça peut être un élément important. Respect des échéanciers, avoir des priorités qui sont bien identifiées. Documenter vos recommandations, ça va être important, surtout si vous tenez uniquement une réunion par trimestre, les minutes. On n'en a pas parlé, là, mais les minutes ou le compte-rendu que vous allez faire, ce serait important de le documenter pour vous garder une mémoire de ce que vous avez fait dans l'année. Donc, voilà, on arrive à la fin du webinaire et on aura encore un peu de temps pour la période des questions. Je vais revenir sur le clavardage pour voir, il y a quelques questions qui ont été soulevées en cours de route. Je vais juste revenir en arrière pour ne rien manquer. OK. Donc ici, il y avait... Je vous invite à inscrire vos questions aussi si vous en avez là. Je cherche... OK. On a une autre question ici. Le comité doit être créé et en fonction à partir de quand? Bien, comme je disais au début, c'est depuis l'obligation est depuis le 6 avril dernier. Donc, techniquement, vous devriez avoir déjà un comité en place si vous avez plus de 20 travailleurs. Mais rassurez-vous, le discours de la CNSST actuellement n'est pas tourné vers la contrainte, hein, parce qu'ils savent très bien que il faut qu'ils laissent le temps aux employeurs de s'organiser. Donc, même si un inspecteur passait chez vous demain matin, ça serait étonnant qu'il vous donne un avis de dérogation parce que vous n'avez pas encore de comité. Donc, rassurez-vous, ils nous ont bien dit que cette année, probablement l'année prochaine, ils seraient plus en mode assistance et support que contrainte comme telle, là, très sévère. En tout cas, du moins, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu aucun avis de dérogation parmi notre bassin de clientèle en mutuelle, par exemple. OK, une autre question. Pardon. Est-ce obligatoire de laisser des traces de minutes tenues pour chaque sujet ou on peut simplement écrire la durée totale d'une rencontre? Bien, moi, j'aurais tendance à vous dire que c'est préférable de garder des traces pour plusieurs raisons. Un, pour ce que je vous disais tantôt, si vous respectez le minimum annuel de rencontres, là, si vous n'arrivez pas à une entente entre les parties sur le nombre de rencontres à tenir, donc la loi vous obligerait normalement à en faire 4 par année, donc une par trimestre. Bien, mettez-vous dans la réalité, là, si vous avez votre dernière réunion a lieu il y a 3 mois,
il y a fort à parier que vous ne vous souviendrez pas de tout ce que vous avez jasé dans cette réunion-là. Donc, avoir des minutes, sans écrire un roman fleuve, mais au moins prendre des notes sur ce que vous avez discuté. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est pour vous aider à faire un suivi auprès des travailleurs. Donc, si vous voulez faire un affichage, il faut que vous ayez au moins décidé qu'est-ce que vous voulez parler aux travailleurs. Donc, faire un compte-rendu, il peut aussi servir le compte-rendu si la direction est à l'aise avec ça, il peut servir d'affichage sur ce que vous avez discuté. Puis le troisième point, c'est que il y a sûrement des gestionnaires et des dirigeants dans la salle, l'obligation de diligence raisonnable est applicable. Hein? Si vous êtes gérant ou propriétaire du restaurant, il faut que vous démontriez que vous avez mis en place des activités de prévention. Donc, garder des traces, ça vous aide à démontrer la diligence raisonnable, c'est-à-dire que vous avez respecté votre devoir de mettre en place des moyens raisonnables de protéger vos travailleurs. Plus vous avez de traces dans vos différentes, ce n'est pas juste pour le comité, mais dans vos différentes activités de prévention, plus vous gardez des traces, plus vous êtes en mesure de démontrer que vous êtes sérieux et crédible et que vous respectez vos obligations si jamais un accident grave arrivait. Donc, je ne sais pas si si je réponds bien à votre question, mais moi, c'est les trois avantages que je vois. Dans les 3 dernières années, seul un petit incident. Quel autre sujet pouvons-nous voir dans cette réunion s'il n'y a pas d'incident? C'est une bonne question. Vous pourriez, il faut revenir en arrière un peu. On a dit, là, actuellement, dans le régime intérimaire, ce que la CNSST veut, c'est que les comités participent à identifier et analyser les risques. Donc, ça, c'est vraiment la base minimum à respecter d'ici à 2025. Donc, même si vous n'avez pas de notes dans le registre, par exemple, ça veut dire que vous n'avez pas eu de blessure mineure, vous n'avez pas eu d'arrêt de travail, il vous reste quand même identifier les risques. Puis là, vous pourrez revenir peut-être dans le webinaire précédent où on parlait des grandes familles de risques. Donc, les risques à la sécurité, les risques biologiques, chimiques et de tout le pan des risques psychosociaux qu'il faut aussi mettre dans dans notre démarche de prévention. Donc, je pense que vous pourriez avoir quelques points qui pourraient vous inspirer en retournant voir la vidéo du deuxième webinaire. Si vous n'étiez pas là, je vous le suggère absolument. Est-ce qu'on a d'autres questions? Avant qu'on se quitte, on a commencé un petit peu plus tard que 2 heures, donc peut-être qu'on pourrait prendre, je ne sais pas, Dominique, si on peut prendre encore 1 ou 2 minutes. Si jamais il y a des questions, s'il n'y en a pas, on va mettre fin au webinaire, bien entendu. Oui, il n'y a pas de problème. Profitez-en pour poser vos questions pendant qu'on est là. Donc, on Oui. peut prendre 1 minute ou 2 de plus, là, même 5 minutes, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, allez-y. Oui. Donc, je fais le tour. Ah, il y en a un autre ici. Est-ce obligatoire? Pour le multi-établissement, les différents établissements peuvent avoir des enjeux différents. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous avez 4 restaurants qui servent le même genre de repas que la bâtisse est la même pour autant. C'est sûr que ce n'est pas parfait, mais l'idée à travers ça, c'est que l'ensemble des activités soit similaire. Tu sais, la CNSST ne veut pas que dans l'approche multi-établissement, vous ayez, par exemple, un entrepôt de bouffe et les 4 autres, c'est des restaurants. Donc, c'est vraiment pas du tout pareil, les risques. Mais il y a des fortes chances que dans vos 4 restaurants, encore une fois comme exemple, qu'il y ait des risques similaires. Tu sais, la manutention aux torpilles, les risques en cuisine, les brûlures, les coupures, les chutes d'un restaurant à un autre. Si vous avez une bannière, ces risques-là vont être similaires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être exactement pareils. Donc, la CNSST permet de faire l'approche multi-établissement pour bénéficier des bons coups de part et d'autre. Peut-être ce qui est observé dans l'établissement A va être pareil que dans le D, mais qui ne se trouvera pas dans le B ou le C. Donc, c'est un peu un jeu de partage, là, si on veut, entre les 4 établissements. Donc, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'approche multi. C'est intéressant là, si vous avez plusieurs établissements,
Mais voilà, c'est sûr qu'il y aura des choses qui vont peut-être être quand même différentes, mais il faut regarder l'ensemble de l'activité. Est-ce que c'est similaire? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question, Mme Joanie. On veut l'utiliser, mais on en a 43. Vous voulez dire, vous avez 43 établissements à travers la province? Oui, ça fait une bonne gang. Dans ce cas-là, quand on pose la question à la CNSST, il permettrait d'avoir plusieurs groupes de comités. Genre, vous pourriez en avoir un comité multi pour toute la côte est de Québec, de la province de Québec. Vous pourriez avoir un regroupement pour la région de Gatineau. Vous pourriez avoir un regroupement dans la Montérégie, Montréal. Donc, vous pourriez avoir plusieurs regroupements de comités avec cette approche multi-établissement. Vous pourriez en faire 20 si vous voulez. C'est à votre discrétion. Mais oui, vous pourriez en faire parce que l'autre critère qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut que les membres soient capables de se réunir ensemble facilement. Donc, il y a encore une fois la question de la distance qui est en jeu. Et toujours, je veux revenir là-dessus justement rapidement. Je doute, je vais poser la question, mais je doute que la CNSST va permettre le mode visio parce qu'elle veut que le comité identifie les risques et analyse les risques. Donc, ça sous-entend que vous devrez probablement aller sur le terrain. Donc, c'est dans ce sens-là que les exemples de la CNSST n'ont pas porté sur des réunions virtuelles, mais on va voir. Peut-être qu'ils vont alléger ça. On s'attend à des changements encore. C'est pas coulé dans le béton. La base est là. Ce que je vous ai présenté, c'est la base, mais ça se peut qu'il apporte des allègements dans le futur. Même les inspecteurs n'ont pas les réponses à tout à l'heure actuelle. Donc, faut vivre cette transition-là en même temps tout le monde. Merci à vous. Donc, oui, vous allez avoir une copie du PowerPoint. Je vais vous l'envoyer. Je vais le transmettre à Dominique et elle va pouvoir vous l'acheminer. Donc, sans problème. Et l'enregistrement va être mis aussi dans le site de l'ARQ. Donc, Dominique, je vous laisse la parole pour conclure. Oui, merci beaucoup, Madame Desjardins, pour tous ces éclaircissements en lien avec les nouvelles obligations reliées au comité SST. C'est beaucoup de nouveautés et de choses à mettre en place, mais les restaurateurs vont y arriver, j'en suis certaine, et les hôtels et autres établissements. Donc, c'est ce qui m'a fait ce dernier webinaire de la série. Nous espérons que l'information aura été utile à tous et à toutes. Notez qu'un sondage de satisfaction vous sera envoyé à la suite du présent webinaire. Nous vous invitons à le remplir rapidement dès la réception pour nous aider à nous améliorer pour des présentations futures. Donc, merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une excellente fin de journée. Merci.